Bonjour à tous, donc Charlotte Dromard, Université des Antilles. Je vais vous présenter une synthèse de différents travaux qui ont été réalisés récemment sur la contamination du milieu marin. Donc vous voyez qu'il y a de nombreux co-auteurs à cette synthèse et qu'elle implique différents laboratoires. Donc à partir du moment où on sait que la molécule de chlordécone atteint le milieu marin, se sont posées plusieurs questions. Donc tout d'abord de savoir quel était le comportement de la molécule lorsqu'elle arrive dans le milieu marin, et ensuite de comprendre comment la molécule se transfère, se véhicule dans la chaîne alimentaire. Donc l'objectif de cette synthèse, c'est de résumer les connaissances acquises récemment et notamment de répondre à 3 questions principales, à savoir quelle est la biodisponibilité de la chlordécone donc lors de son arrivée en milieu estuarien et marin, l'effet de la salinité donc sur la sorption et notamment la désorption de la molécule, l'impact des panaches des rivières sur la contamination du compartiment planctonique, zooplanctonique, et enfin d'évaluer, d'estimer la voie d'entrée privilégiée de la chlordécone dans les chaînes alimentaires marines. Pour l'étude de la désorption de la molécule de chlordécone sur les matières en suspension, une expérience a été menée en laboratoire. Donc le principe était d'introduire des allophanes dont la concentration en chlordécone était connue, 100 nanogrammes par litre, dans des fioles en contact avec une solution aqueuse dont la salinité variait de 0 à 30. Donc salinité 0, salinité 10, 20 et 30. Donc pour les résultats, pour les salinités 0 et 10, il a été montré que 80% de la chlordécone initiale restait adsorbée sur les allophanes, 20% était libérée sous forme libre dans la phase aqueuse, tandis que pour la salinité 20, on a une quantité de chlordécone un petit peu moindre qui est libérée dans la partie aqueuse. Et enfin, pour la salinité 30, donc qui mime la salinité des eaux côtières marines, seulement 10% de la chlordécone se retrouvait dans la phase aqueuse. Donc 90% de la chlordécone était restée adsorbée sur les allophanes. Donc la désorption est minimisée avec l'augmentation de la salinité. Donc on pourrait dire qu'elle est piégée préférentiellement lorsque la salinité augmente. Et donc ces résultats ont soulevé une hypothèse que les sédiments marins devaient être contaminés puisque la matière en suspension finit par se déposer sur la bande côtière. Ce qui m'amène à présenter les données environnementales, donc les résultats qui ont été obtenus dans le milieu naturel. Pour la contamination des réseaux trophiques, l'étude a été réalisée en Guadeloupe sur 2 sites, Petit-Bourg et Goyave. Donc 200 échantillons ont été récupérés sur les 2 sites et sur 3 habitats, la mangrove, l'herbier et le récif. Dans ces prélèvements figurent des organismes de différents niveaux trophiques pour essayer de représenter au maximum la chaîne alimentaire, plus des sources de carbone, donc des sources alimentaires et de la matière en suspension. Donc ici, pour les résultats de Petit-Bourg, en couleur figurent les concentrations moyennes de la chaîne alimentaire. Donc on a 213 microgrammes par kilogramme de chlordécone dans la chaîne alimentaire de mangrove, 107 pour l'herbier et 74 pour le récif. Donc on a une concentration moyenne qui diminue en s'éloignant de la source de pollution et qui provient probablement d'une dilution de la pollution dans les masses d'eau côtière. Pour les sources de carbone, donc la concentration en chlordécone n'a pas pu être mesurée dans les sédiments marins et le biofilm tout simplement parce que ces compartiments n'étaient pas ou trop peu contaminés. Donc le seuil de quantification, de détection était de 10 microgrammes par kilogramme. Donc l'hypothèse de la forte contamination du sédiment marin est réfutée. Par contre, on observe une concentration en chlordécone importante dans les matières en suspension et notamment dans le système mangrove, c'est ce qui figure en marron sur le schéma. Donc, c'est-à-dire dans les matières qui arrivent, qui sont le plus proches de la source de pollution.
Dans la matière végétale, il s'agit de macroalgues et de magnoliophytes marins. Les concentrations sont très faibles. Ici, ce sont les graphiques qui présentent à la fois les sources de carbone et les consommateurs, donc toute la faune marine. Les organismes ont été regroupés en deux grandes catégories, les consommateurs primaires, donc ce sont les herbivores et les filmivores, et la deuxième catégorie, ce sont les consommateurs secondaires, à savoir les carnivores, les piscivores et les planctonophages. Donc les consommateurs primaires, ils ont un niveau de contamination similaire à celui des sources de carbone, donc les MES et la matière végétale. Par contre, on a une augmentation significative entre les consommateurs primaires et les consommateurs secondaires. Donc la carnivorie induit une augmentation significative dans le niveau de contamination. Donc en écologie, quand on travaille sur les réseaux trophiques, on travaille beaucoup avec les analyses isotopiques. Donc ici, c'est un diagramme isotopique qui présente les signatures en azote et les signatures en carbone des différentes espèces qui ont été étudiées. La signature en azote est un indicateur du niveau trophique. En couleur figurent les différentes catégories trophiques. Et les cercles sont proportionnels à la concentration en chlordécone. Donc ici, c'est le réseau trophique de la mangrove. Donc on remarque que les concentrations en chlordécone ne sont pas forcément proportionnelles au niveau trophique. On obtient aussi des concentrations importantes pour des organismes qui sont relativement bas dans la chaîne alimentaire. Par contre, vous allez voir que dans la zone de récif, on a une organisation totalement différente, à savoir tous les organismes qui sont en bas de chaîne alimentaire sont faiblement contaminés, tandis que les organismes de haut niveau trophique possèdent les concentrations en chlordécone les plus élevées. Donc là, ces deux diagrammes indiquent deux phénomènes bien différents dans le mécanisme de contamination. Et ces résultats ont été ici synthétisés dans ce graphique. Donc il s'agit du log des concentrations en chlordécone en fonction de la signature en azote, donc du niveau trophique, pour la mangrove en noir, l'herbier en gris et le récif en blanc. Donc sur ces droites de corrélation, donc qui étaient toutes positives et significatives, deux coefficients nous aident à interpréter les données. Donc la pente, tout d'abord, le coefficient A, qui va nous servir à mesurer le TMF, le Trophic Magnification Factor. À savoir que lorsque ce TMF est supérieur à 1, il y a une indication sur la bioamplification, c'est-à-dire qu'il existe un phénomène de contamination par voie trophique, en consommant des proies consommées. Donc les TMF étaient tous supérieurs à 1. 1,07 en mangrove, 1,14 en herbier et 1,21 en récif. Donc il est maximal en récif et minimal en mangrove. Et le deuxième coefficient, c'est le coefficient B, l'ordonnée à l'origine, qui nous donne une indication sur le niveau de contamination ambiant du milieu. Donc on voit sur ces graphiques que le coefficient B est le plus important dans la mangrove et qu'il est le plus bas pour le récif. Donc, en résumé, on a un niveau de contamination ambiant qui est plus important dans la mangrove, avec un phénomène de bioamplification moindre, et totalement l'inverse en récif. C'est-à-dire que le milieu ambiant est plus faiblement contaminé, mais par contre, on a des mécanismes de bioamplification plus poussés, plus importants. La contamination du compartiment zooplanctonique a été étudiée à l'embouchure de 4 rivières, 2 en Martinique et 2 en Guadeloupe. Donc ici, ce sont les cartes pour la rivière Rouge et la rivière Monsieur en Martinique. La chlordécone a été retrouvée dans tous les échantillons de zooplancton avec de larges variations puisqu'on a un minimum à 22 microgrammes par kilogramme au niveau de la rivière Rouge et un maximum à 272 microgrammes par kilogramme au niveau de la rivière Monsieur, avec des concentrations plus importantes au niveau de l'embouchure de la rivière Monsieur, probablement du fait du caractère un peu enclavé de l'embouchure. Il y a également des mesures de chlordécone dans l'eau, donc c'est ce qui est indiqué en blanc sur les graphiques, donc 0,05 microgrammes par litre pour la rivière Rouge et 0,01 microgrammes par litre pour la rivière Monsieur. Ici, ce sont les résultats pour la Guadeloupe, avec un minimum à 44 et un maximum à 294 microgrammes par kilogramme. Des concentrations dans l'eau
qui varient de 0,02 à 0,05 et des occurrences qui sont plus importantes, c'est-à-dire qu'on a retrouvé de la chlordécone dans davantage d'échantillons d'eau pour les sites de Guadeloupe. Donc les facteurs de bioconcentration ont été mesurés, c'est-à-dire le rapport entre la concentration mesurée dans le zooplancton et la concentration mesurée dans l'eau. Et on obtient à la même image que la rivière, donc des facteurs de bioamplification qui vont de 440 à 27 200 fois la teneur dans l'eau de mer. Donc, ce qui témoigne d'une forte réceptivité du compartiment zooplanctonique vis-à-vis de la molécule. Donc, pour répondre aux questions et résumer un peu ces différentes études, donc quelle est la part de la contamination de la phase dissoute dans le transfert vers le réseau trophique? Donc, nous avons vu que 20% des molécules de chlordécone restaient fixées sur les allophanes lors de leur arrivée dans le milieu dulsacicole, donc c'était les salinités les plus faibles, et seulement 10% lors de l'arrivée dans le milieu marin, donc la salinité à 30. Le reste des molécules reste donc préférentiellement fixé aux particules. Quelle est la voie d'entrée privilégiée de la chlordécone dans les réseaux trophiques? Donc on a vu qu'il y a deux phénomènes parallèles. Un phénomène de contamination par bain, donc c'est ce qui se passe de façon plus importante dans la mangrove, c'est-à-dire les molécules libres qui intègrent les organismes via les téguments ou les branchies. Et il y a un deuxième phénomène qui est la bioamplification et qui va être plus marqué dans les zones éloignées, c'est-à-dire une contamination par la voie trophique. Lorsqu'on parle de bioamplification, la contamination initiale du réseau trophique semble être liée à la consommation de MES, qui sont fortement chargés, et également la consommation du zooplancton, qui, nous l'avons vu, est également fortement contaminé. Le comportement de la chlordécone dans les milieux naturels. Donc, ces molécules, elles sont intégrées rapidement au compartiment zooplanctonique qui, je vous l'ai rappelé ici, est quand même lié au comportement des matières en suspension. Et je rappelle dans ces conclusions que le facteur de bioamplification entre le zooplancton et l'eau est particulièrement élevé dans les différents sites étudiés. Donc ici, je rappelle les différents financements et les différents projets. Donc le projet Clipper pour les expériences de désorption, financé par l'Office de l'eau. Le projet de contamination du compartiment planctonique, financé par l'ONEMA, les Offices de l'eau et les DEAL Martinique-Guadeloupe. Et le projet CLOAL pour la contamination de la faune marine, financé par la préfecture de Martinique. Je vous remercie de votre attention.